Alors, bonsoir tout le monde. C'est trop fort peut-être, j'espère que non. Bienvenue ici. Et tout d'abord, chère Madame Marino, cher Monsieur Hamza, chers amis, chers directeurs et présidents de Asso Restauro, chers architectes, chers étudiants qui sont présents ici aujourd'hui. C'est pour moi vraiment un très grand plaisir de vous accueillir au sein du théâtre de l'ambassade pour cette conférence et les opportunités de collaboration entre l'Algérie et l'Italie dans la conservation et la restauration des biens culturels. C'est un argument très important qui nous passionne beaucoup. Cette conférence se déroule en effet à la suite de la signature de la convention de coopération scientifique entre l'Institut central pour la restauration de Rome, dont la directrice, Madame Marino, ici présente, bonsoir, et l'École nationale supérieure de conservation et restauration des biens culturels, dont le directeur est M. Hamza, ici présent aussi. Bonsoir, M. Hamza. Cette convention a été signée dans le cadre de la visite d'État de notre président de la République, Sergio Mattarella. Elle a été signée les jours avant hier, ici en Algérie. Il s'agit d'une visite, celle du président, historique, qui va donner un nouvel élan à la coopération, déjà excellente, je dois dire, entre nos deux pays. La convention qui a été signée est l'aboutissement d'un long travail de collaboration et négociation parmi les institutions italiennes et algériennes concernées. Ça n'a pas toujours été facile, mais on a abouti, on a réussi. Les deux ministères des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Dans ces cadres juridiques renouvelés, la collaboration aura un nouvel élan après la pause de désormais 2 ans due à la pandémie. Mais on va travailler tout de suite pour donner suite à cet accord. La collaboration entre notre ministère de la Culture et le ministère algérien remonte à l'année 2004, quand les deux ministres de la Culture ont décidé de créer un cadre structuré pour la coopération dans le domaine de la restauration et de la conservation des biens culturels. Notre ministère a garanti l'assistance de ses experts pour l'ouverture de l'école qui a été inaugurée en octobre 2012. Le 27 mai 2015, la première convention a été signée entre l'Institut italien et l'école algérienne. Grâce à cette convention, il y a eu une collaboration très intense entre les deux écoles avec plusieurs étudiants et chercheurs qui sont rendus à Rome pour des périodes de formation à l'Institut. On souhaite qu'avec le renouvellement de la convention, la collaboration entre les deux institutions concernées sera encore plus fructueuse et enrichissante qu'avant. On est sûr que ça va être le cas. Lors de la visite du président de la République hier au Bastion 23, le président a pu apprécier personnellement la restauration du palais qui a été réalisée par une société italienne à partir de 1987. Comme on l'a vu dans le passé, les opportunités de collaboration entre l'Italie et l'Algérie dans le domaine de la restauration et de la conservation des biens culturels sont nombreuses. L'objectif de cette conférence est d'explorer ces opportunités en écoutant les experts et du point de vue de la formation et du point de vue commercial. Car il ne faut pas oublier que, spécialement en Italie, le lien entre ces deux domaines est très étroit et c'est une des raisons, la base de l'excellence italienne dans le camp de la restauration. Seulement en ayant succès en tant qu'entreprise, il est possible de faire les investissements qui permettent de développer des techniques et des technologies nouvelles. De ces techniques et technologies, nous parlerons aujourd'hui avec les représentants de Asso Restauro. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre participation et je vous souhaite bon travail. Je souhaite bon travail à tous et à toutes. Et je m'excuse déjà maintenant parce que je ne pourrai pas rester avec vous pendant ces travaux. Il y a d'autres engagements, mais je suis avec vous avec mon cœur et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup pour votre attention. Ah oui, je sais.
Bonsoir à tous et à toutes. Et je ne vais pas rajouter trop de mots après le discours de Son Excellence l'ambassadeur qui nous a honoré de sa présence. Et je vais tout de suite les remercier pour l'hospitalité au sein de cette merveilleuse salle du théâtre de l'ambassade d'Italie. Et voilà. Donc, je voudrais aussi remercier la section commerciale de l'ambassade d'Italie et l'agence italienne pour le commerce extérieur avec lesquelles nous, l'Institut italien d'Alger, a collaboré pour réaliser cet événement. Parce que c'est vraiment un événement, on peut dire, de promotion du système de notre pays. Donc, les côtés commerciaux et les côtés culturels. Donc, comme a été déjà dit, je vais simplement présenter les intervenants ce soir, que je remercie beaucoup pour leur participation. Alors, il y aura d'abord Madame Alessandra Marino, qui est la directrice de l'Institut central de la restauration, et Monsieur Mohamed Sharif Hamza, qui est le directeur de l'École nationale supérieure de conservation et restauration des biens culturels de Tipaza, qu'on a aussi eu l'honneur ce matin de visiter. Et il y aura Andrea Grilletto, qui est le directeur de Asso Restauro. Asso Restauro, c'est l'association italienne pour la restauration architectonique, artistique et urbaine. Et aussi, il y aura Madame Caterina Giovannini, qui, je vois, elle est en ligne, et la vice-présidente de Asso Restauro, qui est l'association italienne pour la restauration architectonique et artistique et urbaine. Voilà, donc c'est pour moi vraiment un grand plaisir d'avoir un public si nombreux ce soir pour cette conférence sur les opportunités de collaboration algéro-italienne dans la tutelle et la conservation de la restauration des biens culturels. Donc, l'excellence italienne, je crois qu'elle est reconnue par tout le monde et elle est bien reconnue ici en Algérie. Et elle a été aussi reconnue lors de la visite d'État aussi par les deux présidents. Et comme Son Excellence a déjà mentionné, par exemple, la restauration du Palais des Rois, des Raïs, excusez-moi, Bastien 23, remonte à l'année 1987 et en fait, c'est vraiment un travail de collaboration algéro-italienne où le rôle d'une société italienne était incontournable. C'était la MBM Contractors. Je ne sais pas si elle existe encore ou pas, mais c'est vous les experts que vous allez dire. Et donc, ça, c'est un exemple très important de collaboration culturelle et commerciale pour la restauration. Et le Bastion est là comme témoin de ce travail. Et on a eu aussi l'honneur d'amener le président de la République italienne à regarder les palais. Un autre exemple de restauration de biens culturels, c'est par exemple la restauration des statues de Neptune et de Déméter et du sarcophage où il y a les mythes de Bellerophonte et au musée des antiquités d'Alger. Et aussi ça, c'est un travail de coopération entre Algérie et Italie où des restaurateurs très connus, très importants, c'est la famille Maggi de Vérone qui a exécuté les travaux et donc a pu redonner équilibre et beauté aux statues. Donc, je ne vais pas être trop longue. Donc, l'ambassadeur a déjà mentionné le fait que la collaboration entre les... Donc, ces exemples, c'était en dehors de la convention. Par contre, entre les deux écoles, la collaboration remonte aux années 2004, où vous avez commencé à vous connaître.
je dis les écoles. Et donc, la première convention a été signée, comme l'ambassadeur a dit, et donc les résultats les plus importants, c'est après la pause due à la pandémie. Donc, lors du cadre de la première convention, il y a eu des échanges très importants avec étudiants et chercheurs qui ont été envoyés à Rome pour travailler au sein de l'Institut central pour la restauration. Et finalement, on arrive après une longue et importante négociation. Je vois les yeux de Madame Marino parce qu'elle a suivi tous les travaux. À la fin, on a réussi à signer. Et vraiment, je suis très émue parce que vraiment, le fait qu'il y a eu la signature lors de la visite d'État, c'était vraiment avec les deux présidents qui étaient là c'était vraiment très important. Et ça montre aussi que c'est un domaine dans lequel les relations bilatérales peuvent donner des résultats très, très, très importants. Donc, voilà. Et donc, je suis encore plus contente de voir qu'on a réussi aussi à organiser la conférence. Ce n'était pas évident. Et donc, dans le cadre de la visite d'État, disons, en marge de la visite d'État, on a organisé cette conférence parce qu'on a les deux experts ici ensemble qui peuvent présenter les travaux des écoles. Et après, enfin, il y a le côté italien qui va vous montrer, je répète, le côté commercial parce que les travaux de restauration ils doivent être exécutés. Et donc, en Italie, il y a tout un monde d'entreprises, petites et moyennes entreprises. Aussi, ce côté a été reconnu pendant la visite d'État. Le système qui est pareil entre l'Italie et l'Algérie, des petites et moyennes entreprises. Et donc, les experts de Assorestauro vont expliquer les domaines commerciaux de la restauration. Donc, voilà, je remercie tous et toutes pour votre présence, votre attention. Vous êtes nombreux, vous êtes intéressés, je sais. Donc, maintenant, je laisse la parole à Madame la directrice de l'Institut central pour la restauration de Rome, architecte Alessandra Marino. Tous et toutes. Je vous remercie beaucoup d'être ici, aussi à tous ceux qui sont loin. Je remercie beaucoup. Ah oui, voilà, c'est ça la masque. C'est mieux comme ça pour moi et pour vous. Je remercie Madame la directrice de l'Institut de culture italienne, Antonia Grande, qui m'a, à vrai dire, accompagnée par la main dans cette aventure. Alors, je voudrais, pardon, on va, ça va. Je préparais une présentation, peut-être je dois courir un peu et sauter des images parce que ce sont trop longs, mais pour présenter l'Institut central de la restauration, qui comprend à son intérieur une école, que c'est l'école de la restauration, avec laquelle nous avons fait cette convention avec l'école de Tipasa. Alors, l'Institut central de la restauration, excusez-moi, si je fais ici, ce n'est pas le suivant. Seulement pourquoi? Ah, voilà. Ah, voilà, seulement par ici. Voilà, merci. Alors, c'est très important pour nous de se souvenir que le père de la restauration moderne, ce sont là, et surtout en 1938, c'était la volonté de Carlo Argan et de Cesare Brandi de fonder cet institut. Institut qui est naquit en 1938 à Rome, et avec aussi le support d'un grand historien de l'art
c'est-à-dire Roberto Longhi. Ce fut le ministre de l'Éducation nationale, Giuseppe Bottai, qui fait aussi des lois très importantes pour l'Italie, pour la conservation du paysage, pour la conservation du monument, qui appuyait cette fondation. C'est le 1er juin 1939, le ministre Giuseppe Bottai, interrogé sur le nouvel institut, il a accordé une attention particulière au rôle futur des restaurateurs et à la création de la nouvelle école, déclare « Le restaurateur n'est ni un magicien ni un artiste. » On lui demande, et ça c'est très important, il ne faut pas faire de confusion entre l'artiste et le restaurateur. Hein. Ce n'est pas P parce qu'il est quoi? On lui demande d'être précis, conscient, prudent. Ainsi pénètre également la première école de la restauration. Et ça, c'est très important, la première école de restauration en Italie, une école qui mérite vraiment ce nom, avec des cours réguliers d'histoire de l'art, de chimie, de physique, de sciences de la nature, avec un apprentissage vaste et maîtrisé. Alors, vous voyez qu'ici, dans ce mot du ministre, il y a déjà deux choses très importantes. C'est-à-dire que c'est une école où on va étudier la partie de beaux-arts, l'histoire, la théorie, mais aussi toute la partie scientifique. Et surtout qu'on va partager le temps du enseignement entre la partie théorique et la partie pratique. C'est très important ça. Alors, il y a des cours réguliers d'histoire de l'art, de chimie, de physique, de sciences de la nature avec un apprentissage vaste et maîtrisé, il disait. Et les étudiants seront peu nombreux et deviendront de techniciens parfaits. C'est ça, ce n'est pas un artiste, c'est un technicien. Cesare Brandi, auteur de la théorie de la restauration de 1963, c'est très important, c'est la base pour tous ceux qui s'occupent de restauration. C'était un historien d'art, mais surtout c'était un philosophe italien et est considéré comme le fondateur de l'approche scientifique en matière de conservation et de restauration. Il fonda l'Institut, on a vu, et c'est le premier institut d'un pays occidental à appliquer les sciences naturelles à la conservation, à la restauration des biens culturels et à mettre en place un système éducatif lié à cette approche. En 1956, au cours de la 9e session de la conférence générale de l'UNESCO à New Delhi, on a décidé de créer un centre intergouvernemental, c'est l'ICROM. L'ICROM, c'est tout près de nous, dans le même bâtiment, et on fait beaucoup de collaborations avec eux. Et l'ICROM a le rôle d'étudier et améliorer les méthodes de restauration. Et Paul Filippo était l'un des fondateurs de l'ICROM, et dont il a été directeur adjoint de 1959 à 1971, et puis directeur jusqu'à 1977. Alors, ce n'est pas un cas que l'Institut fut fondé en 1939. On ne peut pas oublier qu'il y avait la guerre. Et la guerre a montré l'extrême faiblesse du patrimoine culturel, devenu évident après la destruction de cette guerre, au cours de laquelle une nouvelle approche de la restauration a été mise au point au niveau international. L'Institut central de la restauration et l'ICROM, ouvert en 1959, ont la tâche commune de diffuser les principes scientifiques de la conservation dans le monde entier. Ici, vous voyez deux images terribles. Pour ceux qui connaissent Milan et Florence maintenant, c'est incroyable, mais nous voyons ici Sant'Ambrogio, le couvent de Sant'Ambrogio, qui a été reconstruit pour ça. Et ça, c'est Ponte Vecchio à Florence. Ne fut pas détruit le pont, mais toute la partie de la ville où s'attachait le pont, et c'est tout reconstruit aussi. Alors, l'Institut fut
fondée avec une loi, la loi au 22 juillet 1939, numéro 1240. Et le but est indiqué dans le premier article de la loi. C'est effectuer et contrôler la restauration d'œuvres d'art et d'art antique et mener des recherches scientifiques. Vous voyez, sont toujours ensemble, recherche et restauration. Recherche visant à perfectionner et à unifier la méthode. Ça aussi, c'est très important, l'unification de la méthode. C'est-à-dire, si on va restaurer des mosaïques ou des fresques ou une architecture ou du papier, des œuvres de l'ancien passé ou bien sûr des œuvres de la contemporanéité, mais les méthodes, l'approche théorique, c'est toujours le même. Ça, c'est très important. Ce sont les techniques pratiques qui vont changer, mais pas la méthode et la théorie. Et il faut encore, comme Bulle, étudier les moyens techniques pour la meilleure conservation du patrimoine historique et artistique national et exprimer des opinions pour tout travail de restauration et conservation d'œuvres d'art et d'art antique. Et enfin, très important, transmettre l'enseignement de la restauration. Ici, vous voyez les sièges. Maintenant, la première siège, ce n'était pas à San Michele, où nous sommes maintenant, mais dans un autre convent, celui de San Francesco. Et ici, le vieux laboratoire, comme il était en 1939, au moment de la fondation. Après Brandi, très important fut aussi Giovanni Urbani. L'attention de Brandi était concentrée sur l'œuvre en sa unicité, alors que Urbani vit une période traversée par de vastes phénomènes de dégradation, pollution, mutation anthropologique de nature économique et sociale. Alors vous voyez qu'avec Urbani, on va anticiper de problématiques qui sont très actuelles maintenant, et c'est pour ça que Urbani, et d'après Urbani, la seule intervention susceptible de fonctionner dans l'ensemble de la nature conservatrice, est de nature conservatrice. Et nous devons passer au protocole de conservation préventive à la maintenance programmée. Alors, c'est comme pour la médecine pour les hommes. Il faut commencer par la prévention, et puis si ça ne marche pas, on passe à guérir avec le médicament. Seulement au fond, on va vers l'opération. C'est comme ça aussi pour les monuments et pour les œuvres d'art. Il faut faire surtout auparavant conservation préventive, il faut faire maintenance programmée et puis enfin restauration. C'est très important parce que la restauration, toujours, c'est une intervention qui veut modifier de quelque façon l'œuvre, tandis qu'il faut la protéger avant. Alors, l'Institut a institué un instrument technique très important que c'est cette carte, la carte des risques del patrimonio culturale, la carte du risque du patrimoine culturel, avec une loi, la numéro 84 du 1990. Et, il faut savoir prévenir avec une politique de maintenance, un contrôle constant des conditions environnementales qui peuvent influer sur la conservation, une recherche technico-scientifique sur le comportement des matériaux constitutifs des œuvres d'art, avec une capacité spécifique à identifier la détérioration, ses causes, ce mécanisme à travers la diagnostic. La carte, en tant qu'outil cognitif d'une vraie politique de programmation, c'est ça. La finalité consiste dans l'individuation d'un critère pour établir les priorités d'intervention et la connaissance de distribution des biens culturels sur le territoire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la carte parce qu'elle amène beaucoup d'informations sur le territoire, sur le risque hydrologique, sismique, etc. Mais c'est un instrument, c'est ça, un instrument qu'on continue à implémenter. Voilà. Et, un exemple où
L'opération de l'Institut fut très importante. Ce fut la terrible inondation de Florence de 1966. Et c'est là qu'on peut dire on a commencé à élaborer des principes très importants, le principe de Brandi, c'est-à-dire surtout la lisibilité de l'intervention, la stabilité, la réversibilité. Le troisième principe, c'est le rapport au futur, c'est-à-dire qu'il prescrit que toute intervention de restauration ne rend pas impossible, mais au contraire facilite d'éventuelles interventions futures. Ce ne sont jamais irréversibles, le bon intervention de restauration. Et un élément fondamental de la théorie de Brandi, c'est le traitement des lacunes. Dans les années 45-46, confronté à la difficulté de reconstruire le tissu figuratif de fresques dévasté par le bombardement de la Seconde Guerre mondiale, Brandi et ses collaborateurs élaborèrent une solution adéquate pour intégrer les peintures, c'est-à-dire les tratteggio. On va voir qu'est-ce que c'est les tratteggio. C'est un système de filaments minces, rapprochés, verticaux et parallèles, de couleurs différentes, que l'œil perçoit à une certaine distance comme une couleur unique. Mais si on va voir d'une distance ravvicinée, on comprend très bien quelle est la partie restaurée et quelle est la partie originale. Une seule direction du trait évite de confondre avec le ductus de la peinture originale. La ligne est un signe qui peut être répété indéfiniment et de sorte que les hachures peuvent être adaptées à des trous de toute taille et de toute forme. Voilà, vous voyez par exemple des exemples de tratteggio. Ce sont ces intégrations ici. Si vous voyez, je vais l'agrandir. Ah, c'est très clair ça. Alors, de loin, on voit, je ne sais pas, on rentre là, voilà. De loin, on voit une couleur, mais de près, on comprend bien la différence. Mais on ne peut pas toujours réintégrer la lacune. Lorsqu'elle est trop grande ou lorsqu'il faudrait inventer quelque chose, on ne peut jamais être arbitraire, avoir de l'arbitrariété. Alors c'est pour ça que pour les lacunes qui ne peuvent pas être intégrées avec ce système, celui de hachure, la reconstruction ce serait hypothétique, on peut le faire. Alors nous préférons suggérer une teinte homogène. Depuis longtemps, on disait neutre, voilà, merci. Mais ça n'existe pas, rien, c'est neutre. Hein? Alors, il faut choisir la couleur, la façon que va rendre la perception de la lacune la moins disturbante possible, la moins tremblante possible. Si nous avons fait beaucoup de travaux de restauration avec ces principes, tous ces principes que je très brièvement remonté. Et par exemple, nous avons le travail, mais là je vais un peu vite, le travail à la Villa della Farnesina à Rome, où il y a le fresque de Raphaël, de Sebastiano del Piombo, etc. Aussi Mantova, le Palais des Époux di Andrea Mantegna, et encore Mantova, les Palettès de Giulio Romano. Et puis les interventions sur Padova, la Cappella degli Scrovegni di Giotto. Et là, surtout, nous allons faire de maintenance programmée pendant chaque année depuis 2001. On va continuer encore aujourd'hui.
Et puis, nous avons Bellini, les œuvres de Caravaggio, et puis la sculpture équestre du Marc Aurelio à Rome, les bronzes de Riace, la tour de Pise, pas pour la partie structurelle, mais pour la restauration de surface, et la fontaine de fleuve de Bernini à Rome, et enfin beaucoup d'autres. Maintenant, je vais vous montrer où nous sommes ici. Ici, c'est l'ICROM. Ici, c'est autre bureau du ministère de la Culture. Et tout cela, c'est l'Institut central de la restauration. Il y a un directeur, 5 départements, 4 laboratoires scientifiques. Les départements sont archéologie, architecture, histoire de beaux-arts, enseignement, documentation. Les laboratoires scientifiques sont de chimie, de biologie, des tests sur le matériau, de physique et contrôle environnemental. On fait des activités aussi d'archéologie sous-marine. On a organisé un nouveau laboratoire pour les organiques de provenance archéologique. On a les lyophilisateurs. Et puis, vous avez quelques images de nos scientifiques au travail pour la chimie, la biologie, les tests, etc. Et on a un institut, une très grande archive de sections stratigraphiques. Et les activités de laboratoire scientifique sont destinées à la diagnostic, à la caractérisation de matériaux, à l'assistance technique et scientifique aux problèmes de conservation et de restauration, c'est-à-dire soit pour le laboratoire de restauration, soit pour le chantier en Italie et à l'étranger. Il doit aussi rechercher et aménager un développement de nouvelles méthodes d'intervention pour la conservation et la restauration, faire l'évaluation de nouveaux matériaux pour la restauration, développer la recherche et aussi l'évaluation de nouvelles méthodes de diagnostic pour l'étude d'œuvres d'art. L'activité de formation, parce que nos élèves ont comme des enseignements aussi de la partie scientifique, et participer à des commissions de comités italiens et étrangers pour la préparation de règlements, comme par exemple ceux de l'ONU et du CEV, c'est-à-dire du règlement international. Pardonne-moi. Alors, encore une partie très importante dans l'Institut, c'est la documentation. De toute façon, des documentations photographiques, graphiques, aussi en ligne, comme celle-là, pour la restauration du Neptune, la fontaine du Neptune de Bologne. Et ça se fait avec le CNR, Centre national de la recherche. On va un peu plus vite. La grande importance de la bibliothèque et des archives. Nous avons un archive historique très important, soit des fiches techniques et des rapports sur le traitement de restauration et de conservation, soit évidemment une bibliothèque, un archive photographique. Ça fait environ 100 000 photographies et 5 000 radiographies. Une bibliothèque spécialisée de 500 volumes à peu près, et 850 périodes, etc. Et puis, la publication régulière de la revue de l'Institut, c'est le bulletin de l'Institut central de la restauration, et beaucoup de monographies. Et il faut aussi rappeler les projets internationaux, les projets qui fait surtout avec la participation de bandes européennes. Et dans cette période-là, c'est très important la recherche sur la frontière de la bioconsolidation. Par exemple, on a eu les deux projets, BlueMed et Nano Cathedral. Mais moi, maintenant, je n'ai pas le temps de prolonger sur ça.
Et le cours, nous avons eu le cours ETP, c'est l'International Training Project. C'est avec ce projet-là qui sont venus les élèves qui basent à Rome. Encore, l'Institut va s'engager dans les désastres naturels. Et une des activités les plus urgentes de l'Institut consiste dans la préservation des œuvres d'art, même dans les situations d'une complexité particulière, comme dans le cas de la restauration de la basilique supérieure de Saint-François d'Assise, après le tremblement de terre de 1997, mais aussi dans l'Aquila en 2109 et récemment avec le tremblement de toute l'Italie centrale de 2116. Et tout ça fait que l'ICIER suit une procédure définie de sécurisation des œuvres d'art et de création de dépôts avec des structures antisismiques. C'est-à-dire, c'est très important le moment où on va enlever les œuvres d'art là où ils sont dans l'église détruite, etc. Et il faut avoir une méthode précise parce que différemment, on ne peut pas plus savoir quelle est la provenance des œuvres. Alors, il y a une méthode qu'on a mis à point. On a beaucoup d'activités internationales, soit en Europe, soit à l'étranger, en Pérou, en Turquie, Corée du Nord, etc. etc. Maintenant, avec le Covid, on a interrompu tout cela, mais on va commencer. Hein. C'est la première mission après le Covid. Celle-ci, alors j'espère que ça, c'est une bonne chance. Je vous remercie. Hein. Je vous remercie. C'est très important avec l'activité à l'étranger, se rappeler toujours que dans les différents contextes culturels de l'Inde à la Serbie, de la Jordanie à l'Afghanistan, les activités de l'Institut reposent sur la diffusion d'une approche scientifique de la conservation de relations avec les aspects matériels de l'œuvre et les conditions environnementales, mais aussi, surtout, en respect du contexte culturel où on va travailler. Le contexte culturel, religieux et social d'un pays a une forte influence sur la manière dont les œuvres sont perçues et peut influer sur les méthodes et les choix concernant la présentation esthétique des œuvres. Les interventions de restauration concernent la préservation des aspects matériels d'une œuvre d'art, mais également la présentation esthétique de son image. Par conséquent, les activités de restauration nécessitent des évaluations techniques et scientifiques, mais également en lien culturel et social avec l'histoire de la communauté locale. Ça, je crois que c'est très important pour le travail à l'étranger. Il faut se comprendre, il faut changer et s'échanger. Les aspects sociaux et culturels doivent être soigneusement étudiés pour pouvoir fonctionner dans le respect de la diversité culturelle. Ici, nous avons des exemples d'intervention après-guerre à Bagdad, dans le musée national en Irak, et puis encore la restauration des biens mobiles à Kaboul, au musée national en Afghanistan, les interventions au mausolée de Gawar Shad du XVe siècle à Hérat, surtout sur le revêtement de la coupole. La cité interdite dans la salle de l'harmonie suprême à Pékin aussi. En Jordanie, à Qusayr Amra, je ne sais pas le prononcer, jamais, 8e siècle. Enfin, toujours en Jordanie, la peinture murale. En Libye, la ville romaine de Siline, la restauration de mosaïques et aussi de peinture murale. En Égypte, le musée del Cairo, le cours de formation pour la restauration de collections de musées et des musées égyptiens. Ici, on va un peu plus vite parce qu'il y a toutes les différences pendant les années.
de la valeur de notre titre de conservateur. Maintenant, je ne commence pas par les principes, mais maintenant, nous avons 5 années d'études et on va donner un diplôme qui c'est un diplôme de master, una laurea, diplôme magistral, voilà. Et aussi, c'est une habilitation pour l'exercice de la profession, c'est professionnalisante. En Italie, on ne peut pas mettre la main sur le bien culturel si on a ce titre-là, ce diplôme. Voilà la loi aussi, la loi fondamentale de l'Italie qui a un article spécifique sur la conservation. Et ici, des détails sur le parcours scolaire de notre école. C'est un master de 5 ans, 300 crédits formatifs. Il y a une très dure sélection préliminaire. Les activités techniques didactiques de laboratoire, chantier et mémoire de fin d'études doivent occuper de 50 à 65% par rapport à l'ensemble des enseignements. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'activités pratiques. Et au moins le 80% de cette activité doit être sur bien culturel. Le personnel est très qualifié, etc. Il y a 6 parcours formatifs dans l'Italie. Dans notre école, seulement 3. Ici, il y a tout le parcours formatif, mais je crois qu'il faut un peu aller plus vite. Voilà, ce sont le matériau lapide, c'est les pierres et dérivés, surface décorée de l'architecture. Le premier. Et en institut, il y a le premier. Puis, nous avons aussi le deuxième, peinture sur bois et textile, sculpture en bois, boiserie, structure, matériaux de synthèse pour la partie contemporaine. 3, le matériau et objet en textile et cuir. Le 4e, matériau et objet en céramique, en vitre et mots, matériaux et objet en métal et alliage, aussi en institut. Et puis, il y a le livre et matériaux d'archives, photographies, etc., et les instruments de musique et l'équipement instruments scientifiques, mais dans l'institut, ils ne sont pas ce parcours. Il y a toujours une synergie très forte entre restaurateurs, historiens de l'art, archéologues, architectes, juristes, les scientifiques et la documentation. Ici, je vais un peu courir. Je voulais seulement rappeler qu'en 2015, on a ouvert aussi un siège de l'école à Matera, au sud de l'Italie. Voilà, ce sont nos parcours formatifs. Et je vais un peu, oui, on va ici expliquer les preuves qu'on va faire pour être admis à l'école. Ce sont des preuves pratiques de dessin, de preuves pratiques d'intégration au tratteggio et aussi le modélé. La division des disciplines entre les différentes années, mais ça, on va le voir ensemble si vous voulez. Maintenant, je vais aller un peu plus vite. Ici, c'est le parcours formatif numéro 1, avec peinture murale, pierre artificielle, stuc, gypse, enduit, le mosaïque. Nous faisons aussi des chantiers d'été pour tous les parcours formatifs. C'est très intéressant parce que dans le chantier d'été, on va mettre tous ensemble différents parcours formatifs sur un chantier réel qui existe de quelque part de l'Italie. Et comme ça, les élèves vont essayer vraiment une forme d'activité de travail réel. On veut faire ça, pas la première année, après, ce sont pour la dernière année.
Et voilà, il y a beaucoup d'exemples de chantiers d'été. De chaque parcours formatif avec ce chantier, ces œuvres où on va travailler. Ce sont des exemples, vous voyez, par exemple, sur le matériau de synthèse, alors c'est l'œuvre contemporaine. On travaille beaucoup avec les musées du ministère. J'ai un peu vite, mais je vous montre des images. Pour le 4, c'est le matériau objet en céramique, en vitre, en mot, matériau objet en métal et alliage, matériaux organiques. Et des exemples de travail. Des exemples de chantiers d'été et de mémoire de fin d'études. Enfin, l'examen final, c'est un examen d'État. Il est assimilé au diplôme universitaire de master. Se déroule en deux épreuves, une à caractère applicatif qui présente l'intervention de conservation et restauration et une à caractère théorique et méthodologique avec la présentation de la discussion du travail de mémoire. L'examen final habilite à la profession de restaurateur de biens culturels et implique l'entrée dans une liste professionnelle gérée par le ministère. La commission pour l'examen final est composée par 7 membres, dont au moins 2 nommés par le ministère de la Culture, aidés par le ministère de la Recherche, c'est-à-dire de l'université et de la recherche. Et enfin, le débouche pour nos élèves sont les travaux privés, les complètements de chantier ou de travaux de mémoire au sein de l'Institut, pour commencer. Le contrat à l'étranger, nous avons beaucoup d'élèves qui, après avoir pris le diplôme, maintenant travaillent à l'étranger pour des travaux de restauration, ou pour la conservation, ou bien sûr aussi pour la formation de restaurateurs locaux. Ils peuvent faire des concours d'État et ils ont aussi une offre de contrat suivant la législation sur le marché public. Et maintenant, avec cette convention en matière de coopération scientifique entre l'Institut de Rome et celui de Tipasa, on a un cadre qui va reprendre la première convention qui c'était du 2015. Et c'est surtout après cette convention que nous avons fait des activités conjointes, de l'assistance à la planification des laboratoires, mais aussi nous avons apporté une première assistance en 2017 au fin du projet de mise en place de nouveaux laboratoires et puis de formation. Suite à la signature du premier accord de stagiaires algériens, étudiants de 3e année de l'école, ont été accueillis en 2015 à l'Institut pour un stage au laboratoire de restauration des mosaïques. Et en 2017, 3 étudiantes de l'école ont participé à l'un des cours prévus dans le cadre de l'International Training Project, alors c'était l'ISCR, intitulé Intervention, restauration, conservation d'urgence des mosaïques dans un contexte archéologique, en effectuant un stage de terrain sur la didactique de la ville romaine de Tor Vergata. 6 étudiants de l'école ont participé à des formations dans le cadre du projet ITP pour la restauration de céramique et de métaux qui ont eu lieu en octobre et novembre 2018. Et maintenant, nous avons la nouvelle convention. C'est un cadre général régissant les relations de coopération entre les 2 instituts dans le but d'établir une collaboration et réaliser des échanges dans le domaine de la conservation, de la restauration des biens culturels, dans le secteur de l'organisation pédagogique, de la formation, de la recherche, des manifestations scientifiques dans le secteur documentaire. Et c'est tout. Et je vous remercie beaucoup pour l'attention, pour la patience. Merci. Bonjour. Je remercie son Excellence l'ambassadeur, la directrice de l'Institut italien, Madame la directrice de l'Institut central de restauration, de nous avoir invités pour présenter
une petite présentation sur l'École nationale supérieure de conservation et restauration des biens culturels qui se trouve à Tipaza. Ma présentation sera de courte durée qui reflète l'existence de cette école-là qui a été créée en 2012. Par contre, à l'ICR, une célèbre institution qui a été créée en 1939. Et on est vraiment ravis d'avoir conclu cet accord qui va nous permettre de profiter de l'expérience de cette institution-là dans le domaine de la restauration et de la conservation des biens culturels. Alors, l'École nationale supérieure de conservation et restauration des biens culturels, une école qui dépend du ministère de la Culture, qui a une double tutelle, le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur côté pédagogique. Elle a été, comme j'ai dit, créée en 2008, mais elle a ouvert ses portes en 2012 et elle se trouve maintenant à Tipaza. Avant, elle était à Dar Souf, ensuite elle a été transportée depuis 2019 à Tipaza. Ce qui lui donne un avantage de se trouver près d'un site archéologique classé patrimoine mondial. Elle se trouve dans le centre d'archéologie arabe où un bâtiment a été dédié à cette école-là. Et à côté, il y a 2 autres institutions qui dépendent du ministère de la Culture. Une partie des différentes structures pédagogiques de l'école. Les missions de l'école l'école a pour mission essentielle assurer la formation supérieure et la recherche scientifique en relation avec l'évolution des technologies en matière de conservation et restauration des biens culturels, prendre en charge la formation de l'enseignement et étudiants dans le domaine de la conservation et restauration des biens culturels. Les objectifs de la formation, l'UNCRBC propose un parcours de formation professionnalisant. C'est un master professionnalisant en ce moment, un master de 2 années afin de former au métier de la gestion du patrimoine culturel en général et de la conservation et restauration des biens culturels en particulier. Au cours de sa formation, l'étudiant acquiert des connaissances et des compétences dans le domaine du patrimoine culturel, en matière de législation et la gestion des biens culturels, aux notions de caractérisation des matériaux constitutifs des biens culturels, à leur identification, leur état de dégradation et à la fin, à la mise en œuvre des techniques de conservation et restauration. Aussi, aux procédures d'élaboration des projets de conservation-restauration et de mise en place de toute démarche visant la valorisation et sauvegarde du patrimoine culturel. En ce moment, l'école offre une offre de formation qui est le master de 2 années. Les étudiants portant une licence en architecture, en beaux-arts ou bien en archéologie peuvent passer un concours d'accès après un entretien pour pouvoir accéder à l'école de restauration, l'UNCRBC. Pendant les 2 années, le premier semestre est dédié à des cours théoriques de différents modules, soit sur l'histoire de l'art, soit sur les principes de la conservation et de la restauration des biens culturels, surtout les principes qu'a évoqué Madame la directrice, l'intégrité, la lisibilité de l'intervention, et aussi savoir manipuler les matières utilisées, et surtout l'intégrité de l'œuvre aussi. Aussi des modules de côté technique, tout ce qui est sciences et sciences des matériaux, savoir et comprendre de quoi est fait l'objet archéologique avant d'intervenir sur l'objet-là, et aussi des modules à apprendre comment faire la documentation et le diagnostic. Pendant le 2e semestre, nos étudiants doivent aller pouvoir passer un stage de formation dans des musées ou bien dans des ateliers. On a la chance d'être sur le site de Tipaza et à côté de nous, il y a un atelier spécialisé qui dépend du ministère de la Culture sur la restauration des mosaïques. Alors, nos étudiants peuvent aller
pendant des séjours de 3 semaines à 1 mois, directement être en contact avec des professionnels de la restauration de la mosaïque. Aussi, l'école peut faire appel à des enseignants extérieurs, des spécialistes dans le domaine de la restauration pour pouvoir enseigner aussi. Une partie des cours qu'on donne à l'école, le dessin céramique, des relevés topographiques. Les nouvelles, on a essayé aussi un module qui est les nouvelles technologies, l'utilisation de la photogrammétrie, aussi du scanner 3D, la modélisation des objets archéologiques. Une partie de la restauration, un module qui est dédié à la restauration des tableaux peints. C'est un diapo qui montre le côté pratique des étudiants quand ils partent dans les musées et être en contact avec directement les ateliers de restauration dans nos musées algériens. Le cas là, c'est au musée des Beaux-Arts. C'est une complémentaire, c'est des cours complémentaires aux cours théoriques déjà pris à l'école. En parallèle, pour renforcer les connaissances de nos étudiants, des sorties pédagogiques sont encadrées par des enseignants sur des sites archéologiques. Ça permet à nos étudiants de constater et de voir les différents types de dégradation qui peuvent altérer nos différents, soit sites archéologiques ou bien soit nos différents artefacts ou bien mobilier archéologique. L'école a la chance d'être sous tutelle du ministère de la Culture. Alors, on a pu signer des conventions avec toutes les institutions dépendant du même ministère de la Culture et des Arts pour faciliter la sortie de nos étudiants. Quelques exemples de travaux pratiques de nos étudiants. Là, à l'atelier de Tipaza, qu'on a visité ce matin, nos étudiants ont pu participer sur la restauration d'un pavement de mosaïque. Une restauration qui a été dans le musée des Antiquités par des étudiants de licence en 2016. Restauration des objets métalliques au musée de Bordeaux, à l'atelier du musée de Bordeaux. Des interventions sur des objets textiles. Là, c'est une coopération qui a été faite, une convention qui a été signée entre l'école et le musée national de Cherchel pendant la réalisation de restauration de statuaires au musée avec une équipe algéro-allemande. Nos étudiants ont pu bénéficier de 3 ou 4 campagnes de travaux de restauration directement en contact avec des spécialistes dans le domaine. L'équipe était gérée par un restaurateur italien. L'école au plus de former des étudiants à la deuxième casquette qui est la formation continue. L'école peut encadrer ou bien former ou bien restructurer des fonctionnaires qui travaillent au sein du ministère de la Culture dans les différents musées algériens pour leur expliquer, pour leur donner des notions de restauration, mais pas les former dans le cadre de restaurateurs, mais leur donner des notions sur la restauration et la conservation, surtout la conservation préventive, qui est très importante. Quelques activités qui ont été à cause de la période de Covid, on a pu faire quelques séminaires en présentiel ou bien en distanciel.
au sein de l'école quelques activités scientifiques. La coopération nationale étrangère avec les différentes conventions qui ont été signées au sein de différentes structures du ministère de la Culture et l'international. Je vous remercie. Il faudrait donner la parole au représentant de Asso Restauro. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis là pour représenter notre directoire de Asso Restauro, mais je sais que l'architecte, notre directeur, l'architecte Grilletto, va vous présenter les activités en détail de notre association. Je suis vraiment ravie de représenter les côtés commerciaux, comme on a dit tout à l'heure, et donc de représenter les entreprises italiennes qui s'occupent de la conservation du patrimoine. La coopération internationale et l'échange des experts en matière de conservation de biens culturels est toujours l'un des objectifs et des missions principales de notre association. Moi, je me suis toujours occupée de la partie internationale de notre association et ça fait depuis longtemps que je présente l'activité de Asso Restauro et surtout la philosophie de la conservation italienne à l'étranger. Non seulement en Europe, non seulement dans les pays qui sont dans le cadre de la Méditerranée, mais aussi en Amérique du Nord. Je suis là à votre disposition pour écouter vos questions à la suite de la présentation officielle que notre directeur vous mettra à disposition tout de suite. Merci. Un saluto dall'Italia alle autorità algerine qui presenti e un ringraziamento all'ambasciata d'Italia in Algeria, Sua Eccellenza l'ambasciatore Giovanni Pugliese, ringraziamento all'Istituto Italiano di Cultura Italiano ad Algeri e dall'Italian Trade Agency per questo invito a partecipare a pour l'invitation tavola rotonda pour participer à cette importante table ronde sur la restauration. Les restaurations italiennes représentent depuis toujours une excellence dans le monde. Dans l'histoire des architectes, italiens ont toujours été présents dans les pays étrangers, proches et lointains. Aujourd'hui, cette présence à l'étranger concerne l'entier secteur productif italien. Permettez-moi d'utiliser le terme d'industrie italienne de la restauration. Cette restauration est une association nationale dirigée par le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale et avec l'Italian Trade Agency. Il raconte ce secteur à l'étranger et représente les entreprises qui ont donné vie à un secteur qui réussit à opérer de manière dédiée, presque ou exclusivement au secteur de la restauration. Dans les diapositives que vous allez voir, j'ai voulu représenter seulement certains chiffres du secteur de la restauration, juste pour vous faire comprendre combien ces chiffres soient importants pour l'économie italienne. Et ce sont des chiffres qui, durant les 20 dernières années, sont en train de s'accroître grâce à une toujours plus grande spécialisation des entreprises qui le représentent. Ceci pour témoigner que l'économie de la culture en Italie, comme dans beaucoup de pays étrangers, est en train de devenir centrale pour une croissance, un développement
de l'économie nationale et de nouveaux modèles économici et touristiques. Restauration Made in Italy, c'est une marque très importante et qui nous rend très orgueilleux. Nous avons dit que la restauration est toujours, depuis toujours une excellence italienne et aussi une excellence du Made in Italy italien. En 2019, alors le ministère du Développement économique a reconnu le secteur de la restauration, l'industrie de la restauration, comme je l'ai défini tout à l'heure, comme une partie de l'excellence du Made in Italy. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères recueille cet héritage en la promouvant dans le monde et en présentant cette nouvelle excellence du Made in Italy dans le monde. Asso Restauro, insieme all'Italian Trade Agency, avec l'Italian Trade Agency, portavoce di questa grande porte-parole de cette grande industrie, un pas en avant qui signifie pouvoir collaborer avec les grandes excellences italiennes pour être présent à travers nos ambassades, nos instituts de culture et les lici agenzie dans le monde et de pouvoir jouir d'un système de financement structuré et plus ample. Je vais vous montrer brièvement un vidéo qui dure quelques minutes, mais qui m'émeut toujours. C'est une vidéo qui a été produite quand cette entrée dans le vaste secteur du Made in Italy a été faite. Nous regardons cette vidéo rapidement de quelques minutes. The effects of greatness upon our feelings sometimes overlooks the joy to roam among the energies of the history that surrounds us. Everyone has a purpose, something to achieve, somewhere to go, a place to belong to. However, sometimes the best part of a journey is getting lost. Allow yourself the time to take the lesser traveled route and let your passion take over. Let yourself be surprised by the unexpected. History is everywhere. How can you think about life without it? Sometimes I ask myself, what's beyond the surface? Everything I've undiscovered from the past makes me conscious of our future. We are all part of a synchronized process, cooperating together to achieve the common goal, to design the final vision. A perfect balance between history and technology contributes to the optimal preservation of our heritage and leads it into the future. Tradition has defined rules, while our modern industrial supply chains become stronger, boosting our approach and proficiency. All this heritage value surrounds us, even where you don't expect it. Be curious. You'll discover a new knowledge that will help you to grow.
Eventually, I peeled back the history beyond the surface, other lives, other journeys. My work is not finished yet. There's a huge heritage to look after, to carve in memory, and to preserve for next generations. This is who I am, what I stand for. This is my profession. Di che cosa si compone questa De quoi est composée cette industrie de la restauration? Sostanzialmente di professionalità, di maestranze, de maîtrise, di imprese, di prodotti, di tecnologie che operano tutte in maniera dedicata, con una stessa metodologia, avec une même méthodologie d'approccio di lavoro, che è quella peculiare qui est cette particularité italienne. Que cela signifie-t-il? Dialoguer avec l'édifice, le monument historique de valeur testimoniale ou construit, le bâtiment moderne que nous cueillons aujourd'hui comme étant une partie de notre mémoire, de dialoguer avec le construit à travers un processus de diagnostic, de recherche historique, de problématiques de restauration, aussi bien au niveau matériel que des structures, en projetant la restauration opérée avec des entreprises hautement spécialisées en Italie, certifiées pour pouvoir travailler sur des biens en utilisant des matériaux de technologie dédiés au secteur de la restauration, avec une évolution continue de la part de la recherche appliquée, avec les universités et les instituts de recherche. Et Asso Restauro sont faits acteurs, premiers acteurs, pour pouvoir atteindre la chose nécessaire, c'est de valoriser l'édifice et de le remettre dans une économie moderne. Je voudrais vous raconter ces choses à travers 3 exemples. Je voudrais partir de la Turquie. On travaille avec le directorat général des fondations qui dépend du premier ministère de la Turquie. Il s'agit de valoriser et de protéger, de restaurer tous les édifices de la Turquie et de la zone de l'Empire ottoman. Ça a commencé en 2012 à travers la restauration de cette petite mosquée périphérique de la zone de Zerek, de l'aqueduc, au nord du Sultanahmet, une mosquée qui a été transformée en 1500. Il faisait partie d'un baptistère byzantin, partie d'un complexe monastique très grand avec sa citerne. Donc la cohabitation de religions et de culture ottomane, byzantine, en voyant la participation de gens qui projetaient, qui faisaient des diagnostics de conservation pour pouvoir atteindre à la restauration de cet édifice à travers un processus de connaissance. Dans cette diapositive, vous voyez certaines des tables réalisées pour lire les phases justement du monument qui ont été faites par les entreprises principales italiennes qui ont participé au projet avec des enquêtes et pour lire et pour pouvoir vérifier aussi la présence
de préexistence historique. Cette dernière diapositive, dans la petite mosquée de Seif, vous voyez le résultat final. Il y a une réalisation très importante. Il y a eu le ministre du Développement économique qui a fait une visite, et le ministre de l'économie et le premier ministre turc. C'est dans une zone très périphérique où personne ne s'attendait à les voir arriver, ces personnalités-là. Ceci veut dire combien est importante la collaboration avec le pays pour la restauration. Le ministre Calenda, à l'époque, avait dit que la restauration est une clé qui peut ouvrir beaucoup de portes de collaboration entre les pays. Nous espérons qu'avec l'Algérie aussi, cela soit une prophétie valide. Aujourd'hui, nous continuons à travailler avec le directorat général des fondations. La semaine dernière, la dernière délégation est rentrée du ministère italien, qui est en train de collaborer. Là aussi, une implantation construite sur un sédiment, premier sédiment chrétien à Constantinople. Ensuite, la mosquée dans les années 1500. Ensuite, il y a eu différents tremblements de terre et aujourd'hui, ce font l'objet de requalification. Le modèle italien et turc sert pour faire cohabiter ces deux importantes cultures dans le même lieu. La mosquée du Cheikh Suleiman, nous avons travaillé aussi avec des professionnels pour les fondations pour faire des échantillonnages de restauration et des approfondissements. Nous l'appelons chantier pilote. C'est celui qui nous permet d'amener le projet avant de commencer à travailler effectivement. Et de commencer le travail de restauration. Certains exemples d'injection, les tests d'injection sur la maçonnerie, le nettoyage, les plâtres, les cuites par le feu. Il y a aussi des tests de restauration très importants qui sont restés au niveau par terre, même s'ils ont été assemblés avec de nouveaux matériaux et avec de nouvelles technologies. Nous sommes en train de faire des tests de nettoyage sur les fuites d'incendie, sur les fumées d'incendie, avec des technologies avancées. Nous allons faire un saut dans le deuxième exemple. De l'autre côté de l'océan, nous allons à Cuba. Avec l'Italian Trade Agency, nous avons travaillé, nous avons constitué le Centre italien pour la restauration et le design. Un édifice, n'importe, dans une ville cubaine que vous voyez derrière la voiture bleue. Il y a cet édifice jaune, c'est le siège de ce centre, l'officine de l'historiador. C'est un partenaire qui gère toute la Havane centrale. Et depuis 3 ans, après l'inauguration de 3 ans, on a fait une restauration de collaboration entre Italie et Cuba. Comme vous voyez, c'est un édifice colonial, très simple, juste décoré, mais qui savamment, avec la participation de différents groupes, a été un siège qui peut présenter des expositions, des conférences. Et évidemment, c'est un bâtiment hautement technologique avec l'utilisation des plus modernes technologies, aussi bien pour la restauration, les matériaux, et aussi pour les structures
un linguaggio di design un langage de design moderno, très moderne, di tecnologie domotiche e LED per poter traghettare questo edificio nel nuovo millennio, pur mantenendone inalterata l'anima sans en altérer son âme historique. Et le cœur technologique, uno dei centri et c'est l'un des centres de travaux con l'Officina degli Storiador e con la collaborazione del Green Building Council Italia attraverso la prima esperienza internazionale di validazione di verifica dell'applicabilità du protocolo GBC Green Building Council Historic Building a un edificio pour un édifice à l'étranger. L'Italie est propriétaire de ce protocole. Je vais faire une petite allusion. Je vais rapidement. Certaines images des travaux de restauration pour la durabilité, c'est l'un des éléments qui est devenu très important. Énergie renouvelable, lumière LED, récupération de l'eau de pluie, sanitaria, de l'eau sanitaire, ovviamente poi l'anima, il cuore tecnologico dell'edificio nascosto caché derrière à la cinéthèque en plein air, sociale qui représente le cœur social de ces édifices. Vous voyez l'image finale d'un édifice qui a été inauguré, qui sera inauguré très prochainement. C'est un protocole seulement italien qui insère à l'intérieur des paramètres de codification d'intervention de bâtiments de construction pour une valeur historique. C'est un élément en plus qui pourra distinguer la propension de l'Italie pour la récupération et la restauration en donnant des paramètres objectifs de vérification de l'intervention. Ce diapositive ne peut pas être lu, mais vous éclaircit tous les paramètres étudiés pour pouvoir atteindre un rating qui peut conférer à l'édifice la qualification de historic building. Sur la première place, vous voyez, rapidement, la collaboration avec Cuba ne s'est pas arrêtée. Nous sommes en train de travailler pour l'École Polytechnique de Milan. Dans cette photographie, vous voyez le complexe le plus important depuis la Révolution. Che c'era prima si è trasformato in un luogo dove tutti c'est devenu un lieu pour tout le monde où tous les Cubains peuvent entrer e vivere. Oggi è oggetto di questo progetto di riqualificazione molto importante che ancora una volta ha visto le metodologie italiane al centro, la méthodologie italienne la manutenzione programmata il y a la maintenance programmée che si portano avanti sempre et ce sont des choses qui se font toujours à l'avant. Et pour de plus amples approfondissements, encore plus vite, le dernier, mais ce n'est pas le mineur, de 2012 à 2013, l'école de restauration en Russie, la participation de notre présence de l'Université Sapienza de Milan, avec Assorestauro à Moscou, donc la restauration avec des rencontres en Italie et à Moscou entre les professionnels russes qui ont participé à cette école, en essayant de raisonner sur les points de contact, les caractéristiques qui peuvent améliorer cette approche. Je vais conclure rapidement parce que j'ai été assez long. Dans la Restoration Week 2020-2021, il y a eu la Semaine internationale de la restauration en Italie, des publications à l'étranger, et nous espérons que prochainement elles seront plus nombreuses. 2021, en 2019-2020, à cause du Covid,
a Napoli. Nous avons été à Naples. Abbiamo parlato di Nous avons parlé de complexité. Siamo stati Nous avons été a Napoli visitando en visitant una Naples, delle più importanti, une des plus importanti importantes interventions de restauration diciamo, italienne, storicizzati, che è en historisant, disons, Regina Vecchia, la Regina Nuova, ne abbiamo la parlato vieille con i reine, la nostri nouvelle ospiti, reine, italiani, gli esperti, ma anche avec con i des nostri experts ospiti italiens, internazionali, per mais vedere aussi des experts similitudini internationaux. nella metodologia. Siamo stati a Pompei, Nous abbiamo avons été à parlato di Pompéi, Valore, uno dei luoghi, l'un des lieux, sito culturale per des sites fatturato culturels, in Italia, un chiffre d'affaires le plus important en Italie, un chantier de restauration à ciel ouvert, ormai da decenni, et commencé depuis des décennies déjà. Chiuso poi a Matera, et ensuite, nous avons été à Matera en parlant de qualification des pierres. Ceci, en conclusion, ringraziarvi ancora pour vous remercier encore pour l'invitation, invitarvi et vous inviter à la prochaine della édition Week de la Restoration Week 2022 qui se tiendra aprile in Italia, sperando en avril 2022, algerina quest'anno sia presente con en noi, espérant que la délégation algérienne soit présente avec nous pour raisonner sur les projets communs. Et je vous remercie encore. Bonne continuation à vous. J'ajoute quelques mots pour présenter disons, les contextes, les cadres dans lesquels les adhérents à Sorestauro travaillent. Les critères d'adhésion à notre association sont très très rigides, un peu comme cela se fait pour les méthodes de restauration. Et donc, les principes de la conservation sont respectés d'une manière très rigide et il en va de même pour les critères d'adhésion. Donc, à Sorestauro n'a pas beaucoup d'adhérents. On est un peu plus que 105 sociétés ou professionnels, mais cela est très important parce que, comme je vous ai dit, les entreprises qui s'occupent de l'exécution d'intervention de restauration doivent être certifiées en Italie. Et comme Madame Marino l'a bien expliqué, seuls les restaurateurs certifiés peuvent toucher un monument historique classé. Et cela est très très clair parmi nous. Mais les cadres les contextes dans lesquels on travaille nous permet aussi de bien créer des partenariats entre différents adhérents. Et les sociétés qui s'occupent de production de produits et de technologies spécifiques pour la conservation du patrimoine et les spécialistes du projet. Et donc, on collabore avec des architectes, des ingénieurs et la partie académique. Et donc, plusieurs adhérents à Sorestauro ont aussi des accords de coopération avec des universités italiennes et des instituts de recherche. Donc, je pense que Sorestauro est comme un point de fusion concrète de plusieurs intervenants à 360 degrés dans les domaines de la conservation. Malheureusement, la pandémie nous a empêchés de voyager, mais on a une caractéristique très développée pour l'internationalisation. Et pourtant, j'ai dit, malheureusement, on a été bloqué à cause de la pandémie, mais on espère qu'avec la réouverture et si tout va bien cet hiver, on pourra recommencer à voyager, donc à visiter les sites de restauration pour, disons, créer des opportunités ou accepter ou, disons, répondre oui à des propositions de coopération internationale. Moi, je représente donc notre directoire. Je suis vice-présidente actuellement. J'ai été présidente, j'ai été vice-présidente plusieurs fois. Mais j'ai travaillé dès le début pour Sorestauro et j'ai travaillé aussi
avec des partenaires algériens dans le passé. J'espère, comme l'a évoqué aussi notre directeur Andrea Grilletto, que la prochaine édition de la semaine de la Restoration Week, la semaine où nos adhérents et l'Institut et l'Agence pour le commerce étranger invitent plusieurs experts internationaux de la restauration. Donc, comme j'ai dit, j'espère vraiment que la prochaine édition pourra avoir beaucoup plus d'intervenants en présence et pas seulement par les moyens digitaux. Et donc, on aura la possibilité vraiment d'être un peu plus, de concrétiser encore davantage un potentiel ou un partenariat potentiel entre nos pays et nos institutions. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions, si c'est possible d'écouter ou s'il y a des questions, je suis volontiers à votre disposition. Je remercie tous les intervenants, aussi vous, Madame Giovannini et votre président. Merci à vous, merci tout le monde. J'ai une petite collation pour vous, merci.